Bonsoir, ils sont 30, et oui, 30 membres pour la commission technique chargée des réformes institutionnelles et politiques. Le président Patrice Talon a procédé ce vendredi 7 mai à l'installation officielle de cette commission qui doit déposer son rapport à la fin du mois de mai 2016. Le profil de ses membres, leur nombre, le délai, les réformes envisagées, leur pertinence, nous en parlons ce soir dans Sacrée Journée. Bonsoir Priscille. Bonsoir, c'est Jean-Baptiste Toussaint-Diarro, voilà. Oui, et bonsoir. La valait la peine. Et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Des réformes institutionnelles annoncées et voulues par le président Patrice Talon sont en question avec nos débatteurs ce soir et notre invité dans l'oral, il s'appelle Juste Kodjo dans Azizat. Nous recevrons la grande Asikiwa, elle fera son retour sur scène, mais avant tout cela, elle sera avec nous dans Azizat. Mais tout... Vous êtes bien sûr dans l'oral ce soir, on est vendredi et nous sommes avec le politologue Juste Kodjo. Bonsoir monsieur. Bonsoir Priscille. Alors, Juste Kodjo, nous vous présentons, vous êtes politologue, spécialiste de stratégie, mais surtout vous enseignez au Kansas State University et vous avez préparé un travail qui s'appelle Consancratie, qui est donc un modèle de démocratie consensuelle. Et justement, dans ce contexte où nous parlons de réforme institutionnelle, on veut bien avoir votre avis sur la commission qui vient d'être mise sur pied et les réformes envisagées. Bonsoir Marcus, merci de me recevoir à nouveau. Oui. Ça fait plaisir de revenir sur votre plateau. Okay. C'est vrai que je travaille sur ce bouquin actuellement, il est fin prêt, je dirais, on est dans la dernière phase là. Oui. Et c'est important que je présente un peu cela parce que, bon, votre chroniqueur l'a dit tantôt, on vient de mettre en place une équipe de médecins qui vont un peu examiner le patient, le bénin, et puis proposer un traitement, si vous voulez, ou des traitements. Et donc, ce que moi je fais, j'essaye de faire un peu une analyse un peu globale du patient. Pas seulement proposer un traitement, mais partir de sa condition clinique même. Alors, c'est quoi sa condition clinique? Alors, sa condition clinique, quand vous prenez le bénin, il faut partir des pesanteurs environnementales qui font que la gouvernance a du mal à décoller. C'est de là qu'il faut partir. Et ces pesanteurs, il faut les voir au niveau sociologique, il faut les voir au niveau économique, il faut aussi le voir au niveau géostratégique. Et donc, quand vous avez ces pesanteurs, que vous ne pouvez pas changer de toutes les façons, les grandes puissances vont toujours chercher à nous influencer, vous ne pouvez pas changer ça. La sociologie du Béninois, sa conception de l'autorité, c'est-à-dire que pour le Béninois moyen, le chef, c'est un peu l'émanation de Dieu. Oui. Et donc, il faut vraiment obéir, si vous voulez. Ces choses, vous ne pouvez pas les changer du jour au lendemain.
Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'en tenir compte dans le choix des institutions politiques que vous mettez en place. Et donc, c'est cette analyse que je fais. Je pars d'abord des pesanteurs environnementales pour montrer les impacts néfastes qu'ils ont sur la gouvernance publique. Et de là, maintenant, proposer des formes d'institutions qui peuvent atténuer... Et aujourd'hui, quels sont vos constats? Alors, mon grand constat, c'est quoi? C'est que nous avons souvent tendance à partir directement vers le traitement. Et donc, du coup... Sans diagnostic. Sans faire vraiment ce diagnostic profond qui doit être fait à la base. Et nous sommes passés, par exemple, en 90, directement au régime présidentiel, c'est-à-dire que le président est élu au suffrage universel direct. Or, ce type de suffrage a des impacts naturels sur le processus démocratique. Et nous avons aussi choisi d'avoir, par exemple, des élections législatives à un tour où on fait la répartition des sièges sur la base proportionnelle. Cette règle, comme je le disais tantôt aussi, a des impacts sur la structure même du système partisan. Cette règle a des impacts aussi sur le comportement des acteurs politiques. Et donc, il faut savoir, en fait, de façon fondamentale, quels sont les impacts de ces règles que nous mettons en place sur le comportement de chacun des acteurs du système. Oui. Et quand nous connaissons ça, nous savons qu'il vaut mieux éviter telles règles dans notre contexte sociologique ou dans notre contexte économique. Alors, ou dans notre contexte parmi les règles, on en parlait tout à l'heure avec Jean Discipline surtout, qui défendait la règle qui conduit à élire le président avec le régime présidentiel. Quelle est votre lecture là-dessus? Alors, il faut se dire que le régime présidentiel où le président est non seulement élu au suffrage universel direct, mais qu'il a tous les pouvoirs, si vous voulez, au plan intérieur et au plan des affaires étrangères, vous allez retrouver ça généralement que dans nos pays africains et sud-américains. Si vous regardez les démocraties occidentales, vous allez voir qu'il y en a très peu. Donc la comparaison avec les États-Unis, la France est fausse? Non, elle est biaisée, je dirais. Elle n'est pas fausse, elle est biaisée. Parce que quand vous prenez les États-Unis, c'est un État fédéral. Parce que le gouverneur, il est tout puissant dans beaucoup de domaines. Le président des États-Unis n'a pas autorité dans ces États. Il est puissant seulement quand il s'agit des affaires étrangères et de la défense, ça s'arrête là. Et donc, on ne peut pas vraiment comparer le type présidentiel du Bénin où le président peut gérer les affaires intérieures et aussi les affaires de défense avec le système américain où le président n'a pas un mot à dire dans les affaires de politique intérieure dans les différents États. Alors, quelles sont ces stratégies-là que nous devrons adopter au Bénin? Alors, comme je disais tantôt, le livre, comme je l'ai dit, j'espère qu'il va sortir d'ici là, où je montre d'abord l'impact des pesanteurs. Et quand ça, c'est clair, il nous faudra en fait nous demander, le régime présidentiel, par exemple, dans notre contexte là, qu'est-ce que ça crée comme problème ou qu'est-ce que ça a comme avantage? Mais essentiellement, ce que moi j'ai trouvé comme inconvénient, c'est que dans notre contexte sociologique, quand vous confiez tout le pouvoir à un individu, au bout du rouleau, vous avez une tendance dictatoriale, de gestion dictatoriale. Parce que tout le monde lui fait allégeance, ça fait partie de notre culture. Et en plus, maintenant, il a tout le pouvoir. Donc, tout le monde va se soumettre. Et donc, on ne peut pas s'étonner qu'au bout du rouleau, on ait une gestion dictatoriale. Ce qu'il faut, par contre, il faut mettre en place une règle qui va obliger le chef à coopérer avec d'autres personnes. C'est là la solution, en fait. Et quand vous regardez un peu dans notre tradition, le chef de famille, généralement, ne décide pas tout seul quand vous allez lui demander la main de sa fille. Il va demander aux oncles, il va demander aux tantes, il va demander leur avis avant même de vous répondre. C'est pareil pour les rois d'avant. Les rois d'avant ne géraient pas tout seuls. Il y avait toujours des gens derrière la scène qu'on ne voit pas forcément, mais qu'il va consulter nécessairement. Le rôle des conseillers, voilà. Et donc, il faut apprendre de ces choses. Donc, je suis heureux qu'il y ait un historien dans la commission et j'espère que ces choses vont ressortir. Parce qu'en fait, il faut élever le débat. Il faut complètement élever le débat. On ne peut plus continuer de faire comme si on n'était pas au 21e siècle. Il y a plein d'études qui ont été faites sur toutes ces questions-là. Les gens ont passé des décennies et des décennies à réfléchir tous les jours à toutes ces questions que nous nous posons. Donc, des solutions existent. Les solutions sont là, elles existent, elles sont dans les livres, elles sont dans les recherches. Mais vous savez que les Africains ne lisent pas du tout, donc vaut mieux leur dire tout de suite les réponses. Tous les Africains, on ne va pas dire que tous les Africains ne lisent pas. Nous lisons de plus en plus, c'est déjà bon. Nous lisons de plus en plus, c'est déjà bon, c'est déjà heureux. Et donc, ce que moi, qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise vraiment que la commission élargisse un peu déjà le champ de ces 30 membres, pour vous, ça va? Moi, voici le problème. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur la composition, les personnes qui sont dans la commission. Ce qui est important, c'est le mode de fonctionnement de la commission. Allez-y. Le mode de fonctionnement. Et puis, c'est bon que le président ait indiqué des objectifs clairs. L'essor économique. L'essor économique,
il y a des études qui sont là et qui disent quels sont les facteurs qui peuvent impacter durablement et positivement l'essor économique, qui peuvent impacter la consolidation de la démocratie. Ces choses existent. Il faut aller les chercher, il faut aller les lire et tout simplement contextualiser. Et donc ça, je crois qu'il faut qu'ils diversifient, comme je disais, les personnes ressources auxquelles ils vont faire référence. Il faut pas lésiner sur les moyens. Et ça, c'est l'autre chose aussi. S'il faut sortir des milliards aujourd'hui pour faire venir des gens d'un peu partout, pour venir nous dire ce que eux ils ont pu trouver comme résultat au bout de leur recherche, il faut les faire venir. Parce que là, on ne va pas faire des réformes tous les ans. On le fait cette fois dans l'espoir que ça va nous tenir peut-être 50, 80 ans ou 100 ans. Alors, il faut faire l'investissement qu'il faut. Il faut aller chercher les talents partout où ils sont. Et ne pas seulement... Moi, je crois que la commission, en fait, elle se fera du bien si elle écoute des gens qui viennent d'un peu partout. La commission est peut-être maintenue dans certains murs, à savoir ne pas sortir, par exemple, du régime présidentiel, et donc rester dans la Constitution, parce que si on sortait du régime présidentiel, peut-être qu'on changerait de république. Voilà. Et pour ça, qu'est-ce que vous pensez? Faut-il aller jusqu'à changer de république? Faut-il aller à une nouvelle conférence carrément? Moi, personnellement, ce que j'ai toujours prôné, c'est qu'on reparte à zéro, qu'on fasse une conférence nationale et qu'on débatte un peu. Une nouvelle? Une nouvelle. Wow. Mais, comme je dis, moi, je dis un peu ce que je pense être la bonne solution, ou la solution. Mais, par contre, s'il est décidé qu'on ne va pas sortir du cadre constitutionnel actuel, je crois qu'il y a aussi des choses qui peuvent se faire dans ce même cadre-là. Le système partisan, on n'a même pas besoin de toucher à la Constitution. Si vous vous souvenez de ce que je disais l'autre fois, l'institution d'élections législatives à 2 tours, où ne seraient représentés que des partis qui ont des sièges un peu partout dans le pays, ça, il faut simplement réformer la loi électorale, le code électoral et l'achat des partis. Et puis c'est réglé. Pas besoin de passer à l'institution, et à la Constitution, pardon. Et ensuite, l'autre chose, c'est l'institution d'une autorité morale et administrative que j'ai préconisée. On peut toucher à la Constitution par rapport à ça. Mais que là, vous appelez le Haut Conseil de la République, qui a déjà existé. Qui a déjà existé. Et ça ne sort pas du cadre de la Constitution actuelle. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est jouer un peu le rôle de garant de nos libertés, de nos droits. C'est-à-dire que le chef de l'État se doit de les consulter. Il se doit. Ce n'est pas facultatif. Il se doit de les consulter et eux, ils ont le devoir d'approuver ou de désapprouver les décisions du chef. C'est tout. Donc, ils jouent un peu le rôle de sage que nous connaissons dans nos familles traditionnelles. Ils jouent un peu le sage conseiller des rois que nous avons connus par le passé. Vous mettez l'accent, ils jouent tellement, donc est-ce que ça peut laisser à croire qu'ils ne sont pas totalement sages? Non, je veux dire, j'essaie un peu de faire le parallèle avec ce qu'on a vécu par le passé. Absolument. Donc voilà. On va sûrement finir. Comme on a commencé, vous avez inventé le concept consancratie. Expliquez le nom. Alors, je ne sais pas si je l'ai inventé. De toutes les façons, c'est le titre du livre. Alors, consancratie, pour dire... Vous mettez quoi dans le bouquin? Si vous voulez, c'est de la démocratie consensuelle. C'est-à-dire qu'on oblige les différents chefs à divers niveaux à toujours consulter d'autres personnes en prenant des décisions. C'est tout. Et donc, c'est installer le consensus au cœur de la gouvernance. Au cœur de la gouvernance. Le Bénin est l'un des rares pays où vous avez le consensus qui a une valeur constitutionnelle. Et moi, ça m'a vraiment intéressé parce que dans mes recherches, dans mes thèses, j'ai commencé à développer un peu ce concept que j'ai appelé le consensus stratégique et que j'ai emprunté au monde du business management pour l'adapter aux sciences politiques. Et je trouve qu'au Bénin, on a déjà même un pas d'avance sur les autres et on a constitutionnalisé cela. Et donc, il faut faire en sorte que ce consensus devienne vraiment le concept qui soit au cœur de la gouvernance au Bénin. Et c'est de là qu'est venu le thème consancratie, c'est-à-dire démocratie consensuelle, si vous voulez. Merci beaucoup, c'est la fin de cet entretien. Ça va vraiment vite. C'est vraiment qu'on va le recevoir à nouveau dès que le livre sera sorti. C'est sûrement dans quelques semaines. Dans quelques semaines, si tout va bien, si tout fonctionne normalement très bien. J'espère qu'on aura la primeur. Vous aurez la primeur de l'information. Voilà, c'est promis. Merci beaucoup.